effectivement, c'est notre 5e rencontre, donc toujours sous le signe du matrimoine, et notamment du matrimoine théâtral aujourd'hui, hein, donc on a beaucoup, les dernières conférences étaient surtout autour, et rencontres étaient surtout autour de la France, et là donc du coup je suis contente de pouvoir montrer qu'effectivement, comme je l'avais évoqué à ma première conférence inaugurale, ce matrimoine est bien sûr beaucoup plus vaste et il concerne, il y a encore plein de contrées à explorer, et notamment, donc aujourd'hui, on va aborder la question des autrices du théâtre scandinave du 19e siècle. Moi, j'ai rencontré Corinne donc il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai que c'était, je sais pas, ça doit faire peut-être 8 ans. Oui, une dizaine d'années. Une petite dizaine d'années, oui. Ouais. Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression de retrouver mon alter ego, en disant, voilà, une femme qui découvrait, elle aussi, qui avait découvert aussi qu'il y avait des autrices de théâtre avant la deuxième moitié du XXe siècle et qui travaillait à essayer de le faire savoir. Et on était un petit peu dans notre solitude et puis notre côté aussi un peu excentrique du coup, hein, c'était toujours très excentrique de travailler sur ces sujets-là à l'époque. Et c'est vrai que ce qui était intéressant pour moi, c'était que j'avais l'impression que moi j'ai surtout travaillé sur les autrices du théâtre baroque du XVIIe siècle, et que finalement, Corinne travaillant sur les autrices de théâtre du XIXe siècle scandinave, on avait à peu près les mêmes enjeux, puisqu'il s'agissait effectivement de deux périodes où s'est constitué un canon littéraire. Donc la France, c'était vraiment la construction de l'État-nation, et donc d'une culture, d'une littérature nationale déjà, quelque part, d'un canon qui se constitue, auquel participaient les autrices et dont elles ont été exclues justement quand ce canon s'est constitué. Et toi, c'est exactement, tu nous l'expliqueras très bien aussi, c'est le fait que c'est au moment justement où la littérature scandinave se constitue que ce canon aussi, et qu'on retrouve à peu près les mêmes enjeux. Je vais d'abord quand même te présenter plus largement. Donc, tu es ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de lettres. Tu es professeuse de littérature comparée à l'Université de Haute-Alsace, et tu as consacré ta thèse aux actrices dans les romans. Oui. Ça aussi, tu vas nous en dire un petit peu plus. Tu es spécialisée en études théâtrales et actorales. Tu traduis du suédois et du norvégien les invisibles du matrimoine scandinave du 19e siècle. Tu es également présidente de la compagnie Benoît Lepec et de la compagnie Freya et ses chattes. Tu es membre du syndicat professionnel de la critique, puisque tu es également critique dramatique, et tu as écrit 2 pièces de théâtre, Scènes de la vie théâtrale, paru chez l'Harmattan en 2014, et Atlantide 14, aux éditions en 2015. Oui, tout à fait. Qui a été joué au Festival d'Avignon et à Paris, dans une mise en scène de Benoît Lepec. Et donc je remercie effectivement Benoît de nous rejoindre aussi pour pouvoir entendre ces textes, des extraits de ces textes, donc acteur, longue carrière, écrivain, metteur en scène. Tu as été aussi directeur adjoint du Conservatoire de rayonnement régional d'Avignon, du Grand Avignon. Et c'est donc notamment avec cette classe que tu as créé en France une de ces pièces, La Comédienne de Charlotte Lefleur, en 2014. Donc voilà, effectivement des points communs, hein, dans nos recherches. Parce qu'aussi, on sait, alors des points communs, des défis, hein, qui ont consisté justement à légitimer ces pièces qui avaient été complètement oubliées, à les éditer, à les mettre en voix, à les mettre en scène, ce qui n'est pas non plus le plus facile, hein, on pourra aussi en parler. Mais toi, tu as eu un 3e défi, puisqu'en plus, il a fallu les traduire. Voilà. Et puis, on a eu aussi un même point de départ, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, je ne sais pas si c'est comme moi je ne savais pas que ces autrices de théâtre existaient, donc j'ai commencé par travailler sur les actrices. Et c'est des actrices que j'ai découvert les autrices, parce que certaines avaient écrit du théâtre. Toi, tu as aussi commencé donc par la figure de la comédienne. Alors oui, mais c'est un hasard absolu. Alors, ce qui explique aussi que je te connais depuis plus longtemps que 10 ans. Puisqu'en effet, moi j'avais fait ma thèse sur les actrices dans les romans à la fin du 19e siècle, ce qui était considéré comme un sujet pas sérieux, que m'avait donné mon directeur de thèse parce qu'il partait en retraite et qu'il ne risquait plus rien, fin de citation. Et en fait, il y avait peu de bibliographie, c'était pas très
très réputé, mais il y avait ce petit ouvrage d'Aurore Evin sur l'apparition des actrices en Europe, qui m'avait en fait beaucoup aidé pour contextualiser la recherche, voilà. Et en fait, à l'époque, pour faire de la recherche, c'était pas comme maintenant, parce que maintenant quasiment tout est numérisé et donc il suffit en fait de taper comédienne, actrice en mots-clés et on trouve son corpus. À l'époque, il s'agissait d'aller dans toutes les capitales d'Europe et de tirer les petits tiroirs en essayant de voir s'il n'y avait pas des pièces qui s'appelaient la comédienne ou l'actrice et tout ça. Et en fait, j'étais donc allée à Stockholm, que je connaissais parce que j'avais été lectrice, et en effet, j'avais découvert une pièce qui s'appelait La Comédienne, et donc c'était La Comédienne d'Anne-Charlotte Lefleur. Je l'avais traduite pour ma thèse, en fait, sans savoir ce que j'allais en faire, puisque je travaillais sur les romans. Donc a priori, j'avais rien à en faire, en fait. Mais je m'étais dit quand même qu'un jour, ça ressortirait. Et donc je l'avais traduit dans ma thèse, et puis ça avait dormi pendant 10 ans. Et puis c'est Benoît qui a lu cette thèse et qui est toujours à l'affût en fait de beaux textes un petit peu inédits à faire travailler aux élèves du conservatoire. Et là, pour le coup, il y avait un texte absolument inédit qui en plus parlait de comédiens. Et donc en fait, ça t'avait paru une excellente idée de faire travailler ça. Et donc à l'époque, j'avais retraduit La Comédienne. Et donc c'est vrai que je suis entrée dans Anne-Charlotte Lefleur par La Comédienne et par vraiment le hasard de ce titre. Et puis après, en regardant, je me suis aperçue qu'Anne-Charlotte Lefleur avait quand même écrit plusieurs autres pièces, qu'elle était morte très prématurément, qu'elle avait quand même eu plus de succès que Strindberg, mais qu'on n'en parlait pas du tout, mais qu'on recommençait même en Suède à la rejouer, enfin essayer de la rejouer. Et puis qu'il y avait plein d'autres femmes comme elle, qu'il y avait une sorte de petit réseau en fait d'autrices suédoises que Strindberg détestait, mais on y reviendra peut-être aussi. Et que donc en fait il y avait sans doute des choses à faire. Puis comme j'avais déjà commencé un petit peu à traduire, j'avais un petit peu de loisirs, il paraissait intéressant de se plonger en fait là-dedans. Donc en effet l'entrée était La Comédienne aussi. Ouais. Ouais, c'est étonnant, hein, parce que c'est étonnant et en même temps c'est logique, hein, puisque c'était la seule figure culturelle finalement sur laquelle on pouvait travailler. Effectivement, parce que c'était bon, un peu amusant, un peu léger, pas bon, voilà. Et à partir de là, à chaque fois, c'est par hasard que du coup, on découvre que derrière l'actrice, il y a les autrices. Hein. Vraiment, on a eu le même chemin à ce sujet. Et puis voilà, cette constitution, effectivement, moi je disais, ben voilà, il y a en réponse à Virginia Woolf, je disais, il y a les sœurs de Molière, les sœurs de Corneille, les sœurs de Racine ont existé, et Corinne arrive et me dit, les sœurs d'Ibsen et les sœurs de Strindberg ont existé aussi, et elles ont également été du coup effacées, parce que de ce que je comprends, elles étaient autant, voire plus connues qu'Ibsen et Strindberg en leur temps. Bah oui, alors ce qu'il y a de fascinant et ce qu'il y a de terrible en fait, c'est que Ibsen et Strindberg ont voyagé à l'étranger parce qu'ils n'étaient pas forcément prophètes en leur pays, en tout cas c'était le cas de Strindberg, alors que mes autrices, plutôt suédoises d'ailleurs que scandinaves, sont restées en Suède majoritairement, parce que la femme est beaucoup moins mobile en fait que l'homme. Et en fait, c'est le fait d'avoir été à l'étranger pour Ibsen et Strindberg qui leur a valu en fait d'être beaucoup plus connus ensuite parce qu'ils avaient été traduits et parce que quand vous êtes traduit en allemand, après en fait vous faites le tour de l'Europe et vous restez en fait dans les bibliothèques européennes. Mes autrices, elles ont été un peu traduites, mais leurs pièces ne se sont pas exportées. Justement, on a joué Strindberg parce qu'il ne se faisait pas forcément jouer non plus en Suède, donc il a été joué en France. Et donc du coup, à partir du moment où il avait été un petit peu adoubé et légitimé par la critique et les metteurs en scène français, du coup ça permettait de le maintenir. Alors que Anne-Charlotte Lefleur, elle n'a pas fait le voyage jusqu'à Paris pour que ses pièces soient jouées en fait. Donc là, il y a la grande injustice des mobilités différentes. Et la grande injustice des postérités différentes aussi, parce que Strindberg a passé son temps à écrire des choses, mais vraiment injurieuses, hein, parce qu'en fait, ces femmes avaient plus de succès que lui, donc il en était extrêmement jaloux. Et donc dans sa correspondance, il y a même des dessins absolument abominables, on est au-delà de la dénonciation des bas bleus, hein, c'est des choses graveleuses et tout ça. Et comme on est tellement fasciné par Strindberg, on a aussi traduit sa correspondance, donc reste en français en fait des allusions à Anne-Charlotte Lefleur, mais qui sont en fait extrêmement dégradantes. Et du coup, en fait, est-ce qu'on va lire quelqu'un de qui Strindberg a dit que en fait c'était pas intéressant? Non, parce que comme Strindberg il est intéressant, du coup s'il dit qu'elle est pas intéressante, elle est pas intéressante. Ouais. Donc là on est coincé dans une sorte de cercle de hasard, de postérité, de traduction dans le champ littéraire. Hein. Et est-ce qu'il y a aussi le fait que
parce qu'elles étaient femmes, justement, elles voyageaient moins, elles réseautaient moins. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'à l'époque, il y avait quand même des réseaux de femmes qui Oui. marchaient bien, et puis on a quand même cette idée quand même que les pays scandinaves étaient quand même un petit peu en avance du côté du féminisme et tout ça. C'est sans doute absolument vrai, hein. Elles ont développé des sororités et tout ça, mais c'était quand même moins facile d'exporter les pièces, parce que autant elles ont réussi à se faire jouer en Suède, et donc en ayant plus de succès souvent que Strindberg ou que Ibsen, autant le passage sur les scènes parisiennes ou londoniennes était plus compliqué, parce qu'il fallait qu'il y ait une autre femme en face qui y croit autant, qui ait autant de moyens. Et D'accord. c'était trop de hasard, trop de coïncidences heureuses en Ouais, fait. c'est ça. Et donc là, on a 4 autrices ce soir à découvrir. Est-ce qu'il y en a beaucoup plus d'ailleurs? Je ne t'ai jamais demandé parce que Ah oui. il y en a beaucoup plus d'autrices de théâtre. Oui, 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 mais la vie est courte D'accord. et voilà. Et voilà. J'aimerais bien en fait Ouais. entraîner derrière moi toute une série de jeunes étudiantes fraîches et pimpantes. En fait, voilà, je passe l'annonce. Jeunes étudiantes fraîches et pimpantes, venez à moi, je vous accueillerai. Surtout si vous traduisez du suédois ou du norvégien. Non, non, il y en a beaucoup. Et en fait, je suppose que c'est un peu comme toi quand tu cherches et que tu exhumes tes autrices. C'est parfois des sortes de coups de sonde qui doivent un peu tout au hasard. Parce que comme tu dis, en plus, moi je travaille en traduction. Tandis que toi, tu peux peut-être essayer de regarder comme ça vaguement, de parcourir une pièce, tu dis, ah, celle-là, elle est intéressante. Moi, il me faut quand même un petit effort en disant, bon, alors déjà, bon, alors fort heureusement, en fait, les chercheuses scandinaves ont déjà beaucoup défriché le terrain. Il y a même une encyclopédie qui est disponible en anglais aussi, qui s'appelle Nordic Women. Et donc, en fait, c'est un répertoire assez intéressant. Et justement, un certain nombre de chercheuses qui ont justement écrit des livres. Il y a un livre qui s'appelle Les Sœurs de Nora. Donc en fait, c'est déjà une sorte de catalogue. Donc il y a des coups de sonde, mais on peut se permettre de chercher et de trouver des choses. Mais oui, 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 parce que sous ces autrices-là, il y en a plein. Il y a même des pièces que j'ai pour l'instant jamais abordées, parce qu'on va le voir, nos pièces, elles parlent surtout de l'autonomie financière, du mariage, du divorce, un petit peu de la virginité et de la vertu, mais il y a d'autres pièces en fait qui parlent par exemple d'infanticide, enfin qui vont vraiment assez loin dans des procédés naturalistes et dénonciateurs très forts. Il y a tout ce continent encore en effet à explorer. Ouais. Et donc là, je vais citer les 4, hein, qui sont donc Anne-Charlotte Leffler, 1849-1892, Alfida Grell, 1849-1923, Victoria Benedictson, 1850-1888, c'est ça? Oui. Et Frida Steenhoff, 1865-1945. Donc on est à peu près dans une même génération. Et alors, ce qui est aussi important à dire, c'est que bon, il ne s'agit pas juste d'exhumer des noms et des œuvres, c'est de montrer ce qu'elles ont apporté au théâtre et qu'elles ont véritablement participé à ce qu'on appelle la percée moderne, c'est ça? Oui. Que tu peux peut-être nous présenter. Oui, d'ailleurs, je rectifie de fait ce qu'elles ont apporté au théâtre, et pas seulement au théâtre, parce que ce qu'il y a de remarquable en fait chez ces femmes, c'est qu'elles se sont illustrées dans quasiment tous les genres, voire aussi parfois la production journalistique, voire aussi la production de tracts militants, de conférences, voilà. Par exemple, Les Fleurs, elle est aussi allée en Angleterre visiter en fait les slums pour parler de la prostitution, rencontrer Josephine Butler, des choses comme ça. Et Frida Steenhoff, vraiment la dernière, c'était vraiment une militante. Elle est morte en 1945, mais elle faisait quand même partie justement d'un parti anti-nazi. Enfin, vraiment, voilà. C'était ce qu'on appelle quand même des femmes engagées, même si pour le coup, on en reparlera sans doute, leur féminisme est à contextualiser, puisque déjà c'est anachronique de mentionner le terme de féminisme. Mais quand même, elles ont brillé dans un certain nombre de supports. Pourquoi moi j'ai décidé de traduire du théâtre? Peut-être en faisant le même choix qu'elles, c'est-à-dire qu'elles avaient quand même décidé de mettre un petit peu en avant le théâtre, parce que comme tu l'as dit, c'était une période où la littérature suédoise se constituait, et où en fait le théâtre suédois naissait aussi, et il fallait en fait faire émerger un répertoire national. C'est aussi pour ça que Ibsen a eu tant de succès, c'est parce que voilà, les premiers à écrire en norvégien, les premiers à écrire en suédois pour les théâtres nationaux. Et pourquoi le théâtre pour ces femmes aussi? Parce que c'est la tribune la plus directe qui permet de s'adresser même aux gens qui lisent pas beaucoup, ou même aux gens qui savent pas trop bien lire en fait. Hein. Donc le passage par le théâtre était celui-là. Et en fait ces femmes
et les hommes aussi, arrivent à un moment en fait dans la littérature scandinave qui s'appelle en effet la percée moderne. Jusque-là, en fait, ces pays étaient beaucoup dans l'obédience en fait des grandes littératures européennes, donc la littérature française, bien entendu, un petit peu quand même la littérature allemande et puis la littérature anglaise. Et puis il y a une sorte de sursaut nationaliste qui correspond aussi avec la naissance de ces États, enfin le fait de devenir indépendants les uns des autres. Et l'idée est de passer vraiment à la modernité, donc en se créant un style à soi, voire des fois des langues à soi, et surtout en suivant ce qu'a dit le critique Brandes lors d'une conférence très fameuse, il faut que la littérature s'empare des problèmes du temps. Et donc en fait cette percée moderne, ça va être aussi l'abandon d'intrigues un peu fausses, de pièces à la scribe, autour d'amants dans le placard et tout ça, qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'intérêt, pour que en fait on se mette aussi à aborder des thèmes modernes. Donc la percée moderne, c'est vraiment quelque chose qui a lieu à la fois au Danemark, en Norvège et en Suède, autour de l'émergence d'une nouvelle littérature et de nouveaux thèmes de littérature. Et en fait, Brandes, justement, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les hommes de la percée moderne. Et les chercheuses en fait scandinaves au mi-temps des années 1970, donc je pars un siècle plus tard, se sont dit mais les femmes, mais les femmes de la percée moderne. Et depuis les années 70, en fait, on commence à parler de ces femmes parce que on s'est aperçu que on mentionnait les hommes, alors peut-être de façon générique, mais connaissant Brandes, c'est pas sûr, et qu'en fait, il y avait eu beaucoup plus de femmes que Ah oui. d'hommes à monter dans la barque de cette percée moderne, en fait. Parce qu'en fait, elles y ont vu aussi l'opportunité pour elles d'aborder les problèmes, ce qu'on appelait la question de la femme à Ouais. l'époque. Alors évidemment, c'est des femmes de la bourgeoisie, c'est des Ouais. femmes... tu connais ça par cœur Mhm. avec l'Ancien Régime aussi, c'est Bien sûr. forcément des femmes déjà éclairées, ayant bénéficié d'une éducation un petit peu libérale, qui montent dans cette barque. Mais de fait, en fait, toute la question des chercheuses était de montrer que cette percée moderne avait été aussi une percée moderne féminine, voire féministe, avec tout l'anachronisme du terme, et que les hommes de la percée moderne, c'était pas assez en fait. Voilà. Et d'où toutes ces femmes, en effet, dont le point commun est aussi d'appartenir à ce même mouvement Mhm. extrêmement pionnier. Ouais. Et donc oui, tu l'as dit, effectivement, bon, elles viennent quand même d'un milieu plutôt libéral, mais quand même de différentes classes sociales, quand même, on Oh voit un oui, oui, petit oui, peu oui, oui. les Alors, différences. ce qui avait d'intéressant, c'était justement de voir un petit peu les différences. Alors, il y a les différentes classes sociales. Il y a les différents endroits aussi, parce que autant il y a des femmes de la ville, Stockholm, la Mhm. capitale, autant Benedictson, en fait, elle vit dans sa campagne et ça participe en fait de son désespoir aussi, elle est très isolée aussi. Et puis il y a la question des mariages et la question des enfants. C'est ça. Qu'on ne peut pas laisser de côté en fait. Anne-Charlotte Leffleur, elle se marie évidemment à la sortie de l'adolescence avec un gentil monsieur qui passe par là et que son papa connaît, qui est pas plus méchant qu'un autre, sans doute, en fait, mais du coup, elle va passer son temps à écrire dans la cuisine, Mhm. une pièce à soi, qui est la cuisine pour l'instant. Alors, ce qui la sauve ou ce qui ne la sauve pas, c'est affreux à dire, c'est qu'elle n'a pas d'enfant Mhm. avec cet homme. Donc en fait, elle peut continuer à écrire jusqu'au moment, parce que c'est aussi des histoires un peu tragiques. Alors il faut se méfier un petit peu de la tentation sensationnaliste du côté, oh là là, mon Dieu, la vie de ces femmes et tout ça, mais c'est quand même là, donc on ne peut Oui. pas faire autrement. Et donc à la quarantaine, en fait, elle rencontre un mathématicien napolitain. Donc elle divorce de son premier mari, ce qui est quand même assez fort. Elle épouse ce mathématicien. À 40 ans et quelques, elle a son premier enfant qui est un garçon et tout ça. Et en fait, elle meurt l'année d'après, alors d'une sorte de fausse couche ou d'une sorte d'appendicite mal soignée et tout ça, alors qu'en fait il y avait vraiment un changement aussi dans son inspiration qui était un intérêt pour les enfants, l'éducation, la maternité. Enfin, elle était très en lien avec Helen Kay, qui est vraiment une Mhm. théoricienne de la maternité des enfants et tout ça, suédoise. Donc il y a ce côté-là. Et puis Frida Stenhof, qui est la dernière qui arrive au terme. En fait, c'est la fille d'un homme d'église extrêmement important qui a été en rupture avec l'église et donc ça lui fait une éducation intellectuelle extrêmement radicale. Et elle épouse un médecin qui en fait est nommé dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une ville nouvelle, où il y a une usine, parce que c'est aussi un moment où la Suède s'industrialise, donc ça change aussi beaucoup de choses au point de vue social, au point de vue de la sexualité, parce que la prostitution pour les ouvriers, tout ça. Enfin, bon, tout ça a été expliqué beaucoup de fois. Et donc elle est mariée en fait à ce médecin qui est une sorte de dispensaire en fait dans une ville ouvrière. Et en fait elle va découvrir les filles mères,
la prostitution, les maladies vénériennes. Et en fait, ça va sans doute être un vrai coup de fouet à son féminisme qu'elle avait déjà là, parce qu'elle va faire toute une série de pamphlets, mais même sur la contraception, hein, même sur l'avortement, même sur... Donc, c'est des gens qui peuvent aller assez loin. Mais en effet, il y a plein de différences. C'est pour ça aussi peut-être que le réseau n'est peut-être pas un réseau aussi fin que peut-être les salonnières et tout ça, parce qu'il y a une diversité culturelle qui est sans doute plus grande et une géographie qui est plus écartelée aussi. Bien sûr, oui. Tout n'est pas la capitale. Voilà. Et elles ont alors tu l'as dit, elles étaient toutes polygraphes, toutes autrices à succès. Elles ont eu du succès. Hein. Oui. Et parce que même Agrelle et les fleurs, tu me disais, sont les premières femmes à entrer dans un club littéraire qui était jusqu'alors réservé aux hommes. Ils ont forcé la porte, en effet. Et elles ont toutes utilisé des pseudonymes masculins. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Alors, pseudonymes masculins, alors qui ont assez vite été levés. C'est ça. Aussi, alors commencer en général. Ouais, mais la difficulté aussi, que tu connais bien aussi de ces invisibles, c'est qu'elles sont identifiées sous plusieurs noms. Parce qu'au début, il y a le pseudo. Alors pseudo qui est peut-être moins masculin quand même qu'en français, c'est plus une sorte de pseudo un peu épicène, ou alors ou alors des termes qui reviennent, qui appartiennent à la mythologie, donc on peut pas trop dire si c'est des hommes ou des femmes, voilà. Et puis après, elles sont connues souvent sous leur nom de femmes mariées. C'est comme ça d'ailleurs que Strindberg s'amuse à appeler Anne-Charlotte Lefleur. Il l'appelle Madame Edgren, parce que c'est beaucoup plus drôle pour lui, bien entendu. Et après, alors des fois on voit apparaître le nom avec un tiret, et puis après quand elle se remarie, c'est un autre nom. Enfin donc il y a une quête, et c'est intéressant en fait de retracer aussi la chronologie de leur autorité, si l'on veut, par les noms, par la conquête du nom. Et puis alors surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elles ont quasiment toutes mis en avant des personnages d'artistes femmes. Et aborder, comme tu disais, la question... On appelait ça la question de la femme, c'est ça? Oui, c'est ça. À défaut d'un autre terme, c'était le terme qui était reçu, puisque féminisme, même en suédois, c'est vraiment la toute fin du 19e, et avec exactement la même chose qu'en français, c'est-à-dire qu'au début, c'est un terme qui est à prendre en mauvaise part, puisque ça désigne... Enfin, c'est un terme péjoratif, jusqu'au moment en fait où on retourne le stigmate et où ça devient en fait un terme tout à fait positif. Alors pour la question de prendre comme personnage des artistes femmes, là pour le coup il faudrait vraiment questionner mon propre biais, qui est sans doute d'aller vers des pièces qui présentent des comédiennes, des sculptrices et tout ça. Mais de fait, c'est assez logique qu'elles prennent pour héroïne des comédiennes ou des sculptrices, parce que c'est un peu la seule figure disponible de créatrice, et qu'en fait ça relaie leur propre désir d'être autrice. Corinne et Madame de Staël, c'est pas autre chose non plus en fait. Donc il y a mon biais, et il y a sans doute en effet aussi cette idée que c'est la femme artiste, surtout la comédienne. C'est vraiment la femme artiste publique par excellence qui peut gagner de l'argent, mais dont on dit qu'elle est quand même artiste. On a du mal à le dire, mais quand même, on essaye de le dire. De plus en plus tout au long du 19e. Eh ben, on va commencer du coup par la première. On va découvrir Anne-Charlotte Lefleur avec peut-être tu peux nous dire quelques mots d'Anne-Charlotte Lefleur, puis nous présenter l'extrait de cette pièce que tu as choisie. Anne-Charlotte Lefleur, du coup on en a parlé un petit peu en fait. Alors j'ai traduit son théâtre complet, donc ça fait une quinzaine de pièces. Parce que donc, comme je vous l'ai dit, elle est morte assez jeune, à la quarantaine, donc on ne sait pas en fait quelle aurait été la postérité ou la suite de carrière de cette femme, parce que rien que dans ces 15 pièces, il y a une diversité absolue. Il y a des sortes de proverbes dramatiques très courts, et puis à la fin, elle va vers des sortes de féeries symbolistes. Alors, à la Strindberg, parce que Strindberg en fait en même temps, mais sauf qu'en fait c'est peut-être à la Lefleur plus qu'à la Strindberg en fait, et justement sa terreur était d'être sans cesse réduite à elle fait des féeries symbolistes comme Strindberg. Donc on va pas dire ça, parce que sa dernière pièce, ça s'appelle Les Chemins de la Vérité, et c'est une pièce absolument folle, où vous avez en fait une héroïne qui essaye de trouver la vérité. Elle va pas la trouver dans la science, elle va pas la trouver dans la religion. Où la trouvera-t-elle? Peut-être dans l'amour, ou peut-être pas du tout. Peut-être que ça n'existe pas. Donc il y a plein d'inspirations différentes. Il y a des pièces avec vraiment beaucoup d'humour. Il y a des pièces avec beaucoup de tragédie. Et en fait, j'ai choisi
Et je m'en aperçois maintenant, mon cœur saigne, la pièce la plus à la Strindberg de Les Fleurs. Comme quoi, finalement, en fait, voilà. C'est la pièce de Les Fleurs la plus connue parce que c'est celle, par exemple, qui est sans cesse, elle est un peu retombée dans l'oubli aussi en Suède, qui est jouée beaucoup et surtout qui a été l'objet d'une adaptation à la télévision. Donc elle est encore connue même des contemporains, enfin c'était dans les années 70, donc voilà, mais quand même. Ça s'appelle Les vraies femmes. Et le titre est ironique parce que la question est de savoir ce qu'est une vraie femme. Alors je dis c'est une pièce à la Strindberg parce que ça se finit pas forcément très bien. Et c'est aussi une pièce à la Ibsen parce que c'est une pièce où il est question de dette. On va voir ça même dans d'autres pièces. Le féminisme ou la question de la femme passe souvent, ce qui n'est pas très étonnant, par la question de l'argent et la question de l'indépendance financière. Virginia Woolf, elle a parlé d'une chambre à soi, mais elle parlait aussi de 3 guinées, en fait. C'est qu'il faut avoir un petit peu de l'argent à soi. Et en fait, on tourne autour de ça, parce qu'il y a encore des lois en fait en Suède qui sont que l'argent d'une femme ne lui appartient pas, mais doit revenir à son mari dans le mariage. Et vous savez, avec ces choses un peu absurdes, c'est-à-dire qu'une femme finalement célibataire aura peut-être plus de liberté qu'une femme mariée, parce que au moins la femme célibataire n'a pas à donner son argent à son mari, puisqu'elle n'en a pas. Alors après, elle a d'autres problèmes, mais quand même. Et en fait, il y avait une loi qui venait juste de passer qui disait que quand une femme recevait de l'argent à soi, ce qui arrive, par exemple un héritage, une tante qui décide de vous donner de l'argent, elle n'avait pas à le donner à son mari, alors que jusque-là, elle avait à le donner à son mari. Et en fait, Les Fleurs fait une pièce sur ça, c'est-à-dire, est-ce que la vraie femme va être toujours dans le sacrifice, au point de sacrifier sa famille ou ses enfants, ou est-ce que la vraie femme, c'est celle justement qui va résister et qui va dire non, non, je prends mes enfants sous le bras. C'est toujours un peu comme dans Maison de poupée, on ne peut pas concevoir quand même une femme sans les enfants. Donc il faut quand même prendre les enfants sous le bras à un moment, parce qu'il ne faut pas les abandonner, ça c'est pas féminin non plus, ça n'a pas été jusqu'au bout encore, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et en fait, Les Fleurs imaginent en fait un couple bourgeois, où en fait madame vient d'une famille aristocratique, bien élevée, tout ça. Monsieur, en fait, on voit que c'est un bourgeois un petit peu mal dégrossi, mais on sent qu'ils se sont aimés, ou en tout cas qu'elle a été éblouie par cet homme qui est arrivé dans sa vie. Et en fait, cet homme, il boit et il joue, bien entendu, et on s'aperçoit qu'il a vraiment dilapidé l'héritage en fait de sa femme. Et on arrive presque au terme de cette dilapidation, on se rend compte qu'il y a vraiment, ils sont acculés à une sorte de faillite. Et en fait, justement, cette dame reçoit un héritage. Donc il y a un petit bout d'espoir qui est qu'il faut qu'elle garde cet argent. Et elle a une fille qui s'appelle Bertha, qui elle fait des écritures la nuit pour essayer de maintenir à flot la maison, et qui est en fait plus ou moins fiancée en fait avec un employé de banque très au courant des nouvelles lois. Et l'employé de banque dit mais elle peut garder cet argent, il y a la nouvelle loi qui vient de passer et tout ça et tout ça. Et là en fait c'est le choc des générations. Est-ce que Madame Park va donner cet argent à son mari, qui a évidemment une dette de jeu qu'il doit éponger pour le lendemain, sinon voilà, ou est-ce qu'en fait, en fait, elle va résister et, grâce à Bertha, garder cet argent. Alors, grâce à sa fille, va garder cet argent. Donc, cette question de génération. Donc, c'est ce qu'on vous a sélectionné en fait comme texte. Elle date de quand exactement la pièce? C'est une bonne question, je te remercie de me la poser. J'ai pas fait mes révisions, c'est absolument atroce. Alors attendez, je vous dis ça tout de suite, ne vous inquiétez pas, page 403, vous allez voir que cette édition était très bien faite, je ne sais pas qui l'a faite, mais je vais tomber sur... tout de suite. 1883. 1883, j'hésitais, j'étais pas sûre. Non, je trouve que c'est important d'entendre. Oui, ouais. Alors, c'est pas loin de la révolte de Villiers-de-l'Isle-Adam et tout ça. Maison de poupée, c'est 1879, donc c'est 4 ans après Maison de poupée. Voilà. Monsieur Bark, Madame Bark. J'ai promis à Borg de lui apporter l'argent tôt ce matin. Si je ne viens pas, cet imbécile va faire tout un cirque. Mon cher Pontus, pense aux enfants. Devons-nous les priver de ce qui reste et ne leur laisser en héritage que la misère? Allons bon. Tu recommences avec ça? N'en a-t-on pas suffisamment discuté la nuit dernière?
Mais je vais te dire une bonne chose, ma chère épouse. Je suis un homme bon, ça, personne ne peut le nier. Mais ma bonté a des limites. Et j'ai le sang chaud. Alors ne me provoque pas. Va me chercher tout de suite ce que je t'ai demandé. Je suis désolé de devoir insister ainsi, mais c'est toi qui m'y oblige. Têtu comme tu es. Tu peux agir avec moi comme bon te semble. Je n'ai plus cet argent, je l'ai donné. Donné? Tu es devenue complètement folle. Tu as donné mon argent. Pas ton argent, le mien. Mais c'est mon argent, je te dis. Tu es ma femme. Et ce qui est à toi est à moi. Qu'as-tu fait de cet argent? Réponds. J'ai donné mon argent à Bertha par un acte de donation, tout ce qu'il y a de légal, et l'employé Lundberg en a été témoin. Ah, Bertha. Oh, cette Bertha. Elle va devoir répondre de ça. De toute façon, il s'agit là d'un acte illégal dont je me moque bien. Une épouse n'a pas de bien à elle qui ne soit aussi ceux de son mari. L'employé Lundberg le sait sûrement. Ah oui. Eh bien moi je te dis que c'est une loi scélérate pour permettre de telles choses. C'est scandaleux. Une femme devrait avoir ce droit sans que son mari le sache. On voit bien où mènent ces idées modernes d'émancipation, à l'implosion complète du mariage et de la cellule familiale. Car que veut dire le mariage si l'épouse a le droit d'agir ainsi de son propre chef? Ce n'est peut-être pas si déraisonnable que cela de lui donner le moyen de garantir son existence et celle de ses enfants. Tu parles comme si l'épouse et l'époux étaient deux parties adverses qui devraient sans cesse se méfier l'une de l'autre. C'est n'importe quoi. Les lois devraient évidemment partir du principe qu'époux et épouse ont des intérêts communs. Mais les lois devraient aussi prendre en considération ces mariages dans lesquels la femme peut avoir besoin d'une protection contre son mari. Mais pas du tout! C'est bien cela qui est résolument faux. En partant du postulat qu'il existe des circonstances pareilles, la loi donne en quelque sorte à la femme le droit de se dresser contre son mari. C'est démoralisant, au plus haut point. Bertha répète au contraire que ce qui est démoralisant, c'est que... Oui, je sais, Bertha, elle t'a retourné la tête avec ses folles idées anti-féminines. Toi qui étais jusque-là une épouse irréprochable, il te suffisait de me regarder pour savoir si j'avais besoin de quelque chose. Et maintenant, le fait que je sois déshonoré, montré du doigt, réduit au désespoir n'a pas l'air de t'intéresser. Tant que tu as sauvé ton argent et gardé ta liberté, tu es contente. Oh, Pontus! Oui, et tu t'es laissé entraîner dans une ruse, un stratagème déloyal. Non, Pontus! Si, je ne retire rien de ce que j'ai dit, une ruse, une tromperie. Cela revient à abuser mes créanciers. Ils n'ont pas le droit de jouer avec toi mon argent. Ton argent, ton argent. Mais je crois que tu es devenue folle. Ce qui est à moi, ce qui est à toi. Mon argent, ton argent. Mais tu n'as que cela à la bouche. Et comment cela va se terminer? Pas bien, pas bien, parce que en fait, c'est des pièces très engagées et mais en fait, la question de la femme, c'est en fait une question extrêmement pragmatique. C'est aussi pour ça en fait que beaucoup d'autrices en fait se sont un petit peu élevées justement contre une maison de poupée en disant que c'était absolument pas réaliste que Nora parte de chez elle. Alors c'est très réaliste qu'elle parte de chez elle, qu'elle abandonne ses gosses, tout le monde comprend. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle va faire Nora une fois dehors? En fait, elle n'a pas eu d'éducation, elle sait pas trop travailler et tout ça et ça. Et donc la plupart des femmes essayent de dire, alors nous on a des idées très féministes, mais en fait pour le moment il n'y a pas derrière l'éducation et tout ça. Et en fait, la pièce, les vraies femmes, se finit en fait sur une sorte de défaite de Bertha et de la femme et une victoire de l'affreux Monsieur Barque. Alors, victoire qui va cacher une déconvenue absolue, parce qu'on sait très bien que ces gens, en fait, vont à la faillite la plus complète. Donc, mais ça s'arrête en fait sur un moment de célébration, d'anniversaire, champagne tout le monde, mais on sait très bien que derrière, c'est la catastrophe absolue. Et là, on a lu qu'un extrait de la scène, parce qu'il a fallu couper, mais vraiment c'est écrit, on voit le mécanisme et comment, quelques répliques plus loin, il arrive à la retourner. Et on voit, vraiment, il y a un suspense. Combien de temps elle va dire non, 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 et elle finit par lui dire oui. De Guerlas. Voilà, oui, de Guerlas, et en même temps, on voit bien comment sont les stratégies utilisées par le mari, par les arguments. Enfin, c'est vraiment, je trouve, enfin moi, c'est quand j'ai découvert cette pièce, on va aller voir aussi avec les suivantes, il y a une modernité
Ça reste contemporain, hein, dans le rapport au couple, à l'argent, à la façon À la dont on va- manipulation. à la manipulation, à l'emprise. Ouais. Enfin, on va le voir encore un peu plus loin. Et chez différentes autrices, à chaque fois, on les retrouve sur ces thématiques-là et on voit comment ces thèmes-là qui nous occupent encore aujourd'hui. Hein. Titiou Lecoq vient de faire un livre sur l'argent, le couple et l'argent, est un ressort dramatique, vraiment. Qui fonctionne d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un vrai suspense, enfin, c'est une psychologie des personnages. Donc ça, c'était sur Anne-Charlotte Lefleur. Et alors, tu parlais justement du coup d'Imsed et d'une maison de poupées. Moi, c'est vrai que j'en parlais d'ailleurs à la conférence inaugurale. Quand j'étais étudiante, la maison de poupées, on essayait toujours de me la vendre comme une pièce féministe. Et moi, ça me posait problème. J'y arrivais pas. C'était la seule. Bon, évidemment, elle était mieux que certaines, mais sur cette thématique-là. Et quand je t'ai rencontrée, et tu m'as dit, mais justement, il y a des féministes à l'époque qui ne trouvaient pas cette pièce féministe. Ça m'a fait quand même, je ne suis pas toute seule. Bon, alors évidemment, c'est plus à nuancer, parce que Ibsen n'est pas Strindberg, il n'est pas un sauvons misogyne. Ibsen. Sauvons Ibsen. Voilà. Mais on pouvait faire mieux. Oui, alors on pouvait faire mieux, ou en tout cas, quand même, il est absolument certain qu'Ibsen a ouvert une porte, hein, et qu'une maison de poupée, ça reste quand même une pièce extrêmement bien écrite, avec des très beaux personnages et tout ça. Et qu'en fait, je pense qu'Ibsen fait une fin ouverte, qui n'est pas décisive. Alors c'est aussi pour ça que c'est autant monté, en fait, parce qu'on peut se permettre d'inscrire ce qu'on veut derrière ce fracas de porte qui se referme sur Nora, parce qu'en fait, Nora s'en va, et en fait, le dernier en scène, hein, c'est le mari, donc c'est quand même étonnant de voir le mari qui reste avec les enfants dans la maison de poupée. Donc rien que ce geste est intéressant. L'ange du foyer est parti. Le problème, c'est qu'encore une fois, on ne sait pas ce que devient cet ange du foyer. Alors Ibsen a parfois un petit peu plaisanté, a dit mais moi je sais pas ce qu'elle devient Nora, mais en fait j'ai traversé un parc là et en fait il y avait une vagabonde sur un banc, bah, ça se trouve c'était elle Nora. Et en fait il a jamais dit que Nora allait devenir ministre des droits de la femme en fait dans le prochain ministère, hein, en fait. Peut-être qu'il est parfaitement conscient, mais en même temps je pense qu'il fait confiance à son personnage, qui a quand même une industrie incroyable et qui est d'ailleurs beaucoup plus retorse que ce qu'on dit, parce que si on lit bien Une maison de poupée, en fait elle est encore dans la séduction, c'est la petite Alouette qui chante, elle fait le petit sapin de Noël et tout ça, mais en fait c'est dans la sororité avec Christine, qui est d'ailleurs pas une vraie sororité parce que elle est extrêmement torve aussi, Nora. C'est dans le dialogue avec Christine qui lui dit mais en fait mais c'est merveilleux, regarde tout ce que t'as et tout ça et ça, et on sent que Nora n'est pas dupe. Et en fait bon, toute l'histoire est que Nora a donc fait un faux pour permettre à son mari d'être soigné en Italie d'une sorte de tuberculose et tout ça, et a imité la signature de son père qui avait pas le temps de signer et tout ça, mais donc elle a fait un faux pour le bien, et de fait elle a sauvé en fait son mari comme ça. Et en fait l'histoire un peu absurde, c'est que en fait il faut pas qu'elle le dise parce que sinon c'est un mensonge, c'est affreux, alors que Thorvald a été éduqué dans la vérité. Et en fait, elle dit quand même à Christine à un moment, parce que Christine lui dit mais ce serait pas plus simple en fait que tu lui dises, c'est vrai, mais pourtant il y aura plus de pièces, donc en même temps c'est embêtant pour Ibsen. Elle lui dit non, ça je lui dirai plus tard, quand il me trouvera moins séduisante. C'est-à-dire qu'elle garde sous le coude, en fait, le truc. Bon, une fois que je serai un petit peu vieille, ridée, et que ça tombera un petit peu de partout, là, je pourrais lui dire, au fait, souviens-toi, il y a 20 ans, j'ai signé un petit papier, en fait, et je t'ai sauvée en Italie. Donc, c'est une pièce beaucoup moins... c'est une pièce maligne, hein, de toute façon. Oui. Mais c'est une pièce sans doute moins caricaturale que ce qu'on présente. Mais quand même, ça... Alors, je crois que ça avait beaucoup énervé les autrices, en fait, en même temps, que Ibsen soit celui qui parle de la destinée féminine de façon aussi radicale, définitive et tout ça, alors qu'elle-même avait sans doute des choses à dire. Alors, il y a eu plusieurs réactions. C'était, mais en fait, une vraie femme, on en revient à cette histoire des vraies femmes, hein, n'abandonnerait pas ses enfants. Il n'est pas possible que Nora parte en abandonnant ses enfants. Ça, c'est pas une vraie femme. Et puis surtout, deuxième chose, en fait, ok, elle part, et qu'est-ce qu'elle fait après ? Et là, en fait, la plupart des féministes ont dit cette femme n'a pas été éduquée, n'a pas de moyens financiers, donc en fait, moi, je veux bien qu'on fasse partir Nora, mais d'abord, donnez-lui une éducation, d'abord, donnez-lui le droit d'avoir 3 guinées à elle, en fait. Donc en fait, il y a toute une reconstruction, en fait. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de réécriture autour de Maisons de poupées, où il y a des croisements. Il y a des dialogues, en oui. fait, ça dialogue énormément. Oui, tout à fait. Mais le dernier metteur en scène, Oscar Meyer, je crois, il a
Nora tue son mari. Oui, Oui. tout à fait, tout à fait. Ouais. Avec, Elle en a étant tout Lara essayé. Croft, Et il y a une autre metteuse en scène, Lorraine de Sagazan, qui a inversé en fait les polarités féminin et masculin. C'est le mari qui se retrouve à la maison et c'est Nora qui gagne beaucoup d'argent et tout ça. En fait, la pièce, elle est tellement plastique qu'on peut en faire plein de choses. Ouais, ouais. Et là, c'est Alfie Dagrel qui a fait une réplique féministe donc Oui. à la maison de poupée qui s'appelle Sauver. Alors pourquoi Sauver peut-être Alors, bah, en fait, C'est- Sauvé, alors pour le coup, il apparaît en fait au masculin en fait sur la couverture, sauf qu'en fait en suédois, on peut pas savoir si c'est féminin ou masculin. Et en fait, parce qu'il y a l'ambiguïté en fait de savoir qui est sauvé dans la pièce. Alors, c'est exact. Alors, elle décalque en fait l'intrigue de Maison de poupée. C'est-à-dire que vous avez en effet un couple, Viola et Oscar. Et Oscar, en fait, c'est encore une fois un joueur, un viveur. Ils sont plus jeunes, en fait, que dans Les Vraies Femmes. Hein. Et Viola, elle est déjà plongée dans une dépression absolue. Alors, on sait qu'elle a déjà perdu une petite fille. Elle a un petit garçon qui est un petit peu souffreteux, en fait. Et donc, c'est déjà un petit peu le malaise du foyer. Et donc, en fait, dès le début, il n'y a pas du tout cette apparence factice de foyer à Noël et tout ça. Tout va déjà mal dès le début. Et en fait, on s'aperçoit que cet Oscar est un odieux personnage, en effet. Et ce qui est encore plus odieux, c'est qu'il y a la belle-mère qui est là. Belle-mère qui a perdu son mari, donc le bon fils, en fait, l'a fait venir à la maison. Et en fait, c'est vraiment... Il y a un truc de l'ordre du conte de fées, c'est-à-dire il y a l'ogresse, en fait, qui est là et qui reproche à sa belle-fille de ne pas être très séduisante, de ne pas être très intéressante. Donc on comprend qu'Oscar aille voir ailleurs et surtout sorte pour boire et jouer aux cartes. Mais il y a un discours là-dessus. Enfin, à un moment, il y a une réplique où elle dit à sa belle-mère que quelque part, la belle-mère a du pouvoir grâce à son fils, parce qu'à travers son fils, à travers l'homme, en fait. Ouais. Mais en fait, le personnage de la femme du recteur est quelqu'un de très intéressant parce que pour le coup, en fait, c'est un peu une sorte de Lady Macbeth qui est très virile, alors que finalement le mari avait... Mais il est mort, donc là, il ne peut plus rien faire, mais il était un peu faible. Et en effet, c'est cette femme-là qui a donné cette éducation à cet homme. Et c'est cet homme, en fait, qui est devenu ça à cause de cette femme. C'est ça. Et elle pose la question de la responsabilité des mères Ouais. par rapport à l'éducation de leur fils. C'est-à-dire que là, c'est très fin sur le côté féminin-masculin, parce qu'on s'aperçoit en fait que la personne sans doute la plus coupable de la pièce, c'est la mère. Mais peut-être que la mère l'a élevée comme ça parce qu'elle était dans une société patriarcale dont elle a absolument épousé. Voilà. Mais c'est assez fin. Ouais, c'est fin en fait. C'est toujours. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, c'est à peu près la même histoire, que ça croise Les Vraies Femmes et ça croise Une Maison de poupée, parce que Oscar, en fait, a aussi des dettes, comme c'est étonnant, et Viola a aussi de l'argent, comme c'est étonnant, et en fait, lui, il pense que c'est absolument certain qu'elle va lui donner cet argent, en fait. Et à l'acte 2, c'est une pièce très courte, il y a la révolte de Viola. Justement, elle va pas lui signer ça et lui donner cet argent. Alors, en tout cas, c'est ce qui se passe lors de notre extrait. Après, on ne dira pas comment ça se termine. Pas très bien non plus. Page 11. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oscar, ma dernière planche de salut. Allons, pour l'amour de Dieu, maintenant, signe. Non, je ne signerai pas. Tu refuses? Oui, je refuse. Enfin, mon heure arrive. J'ai bien cru qu'elle ne viendrait jamais. Jamais. Eh bien, Oscar, une petite idiote, sans barguigner, viendrait te sauver des conséquences de ta vie délurée? Dévotement, elle jetterait encore quelques braises et alimenterait le bûcher sur lequel tu la brûles à petit feu depuis des années? Viola, tu délires. Non, je respire enfin. Après 5 ans d'oppression, 5 ans pendant lesquels on a comprimé mon âme pour en faire une masse inutile, 5 ans pendant lesquels on a éteint tout ce que ma nature avait de noble et de bon. Milde. Mais je m'en doutais! Il y a des femmes qui ne supportent pas qu'on les rende malheureuses. Je suis de celle-là. Oscar, malheureuse, toi? Oui, quelle surprise, n'est-ce pas? Une fois séchées pour de bon les larmes d'indignation que me faisait monter aux yeux la petite comédie qui se répétait soir après soir, quand tu me faisais cette promesse que tu brisais à la première occasion venue. Ah, tu as été bien content alors. Tu avais obtenu la paix chez toi. Tu avais fait l'éducation de ton épouse de la meilleure façon que tu pouvais souhaiter. Elle était devenue cette non-entité aveugle et sans volonté que tu appelles une épouse dans toute sa splendeur. Au fil du temps, mon cœur s'est vidé de son sang, goutte après goutte, mais ça, tu ne l'as pas vu.
Oscar, toutes les forces de l'enfer sont de sortie, ce soir. Mais à quoi bon remuer tout ça? Bon, je ne signerai pas. Oscar, elle ne signera pas. La femme du recteur. Tu dois le faire. Pense-y. Tu seras la femme d'un homme déshonoré. Viola. Ça, je le suis déjà. Je le suis devenu le jour où il a serré une autre femme dans ses bras et où il a trahi les serments qu'il avait faits à ma mère sur son lit de mort. Oscar, oh mon Dieu! Mon Dieu! Dis que ce n'est pas vrai, si tu peux. Ils sont toujours punis, ceux qui partagent la coupe du bonheur comme tu l'as fait avec la nôtre, Oscar. À toi le sucre, à moi la lie. Pour toi, une épouse n'a jamais été qu'une gouvernante engagée à vie, qu'une ombre insignifiante dans une vie inondée de soleil. Ta maison n'était qu'un refuge qui te permettait de reprendre des forces avant de filer vers de nouveaux plaisirs. Ton enfant... Oscar, arrête, Viola! Cesse ces accusations insensées. Je n'ai pas été pire que la plupart des autres. C'est possible, mais as-tu sondé jusqu'au fond les cœurs des épouses de ces hommes-là? Donc là, c'est juste un extrait parce que la scène continue. Continue avec la question de l'enfant aussi. Enfin, elle sort tout, hein, déballe Ouais. tout là. Mais là, c'est une tragédie absolue. Hein. Ouais. C'est une tragédie la fin est absolue. terrible. Ouais. Ouais. Ça, c'est sauvé. Ouais. Très, très belle pièce. Vraiment, qui est- en plus, alors toi, tu as de la chance parce que toi, tu as des éditions dans des formats qui Oui, sont... j'ai plusieurs choses. Voilà. Donc voilà, on l'a chez l'avant-scène. Voilà, deux pièces, Alfie Dagwell et Anne-Charlotte Lefleur, qui sont chez l'avant-scène. Donc, et puis donc on a revu à nouveau cette histoire de l'argent et derrière ça la manipulation et l'emprise. Et cette thématique de l'emprise, là, on l'a dans toute sa splendeur avec la troisième autrice qui est Victoria Benedictson. Je te laisse nous en dire. Oui, alors Victoria Plus. Benedictson, en fait, en Suède, elle n'a jamais disparu des anthologies, mais pour deux très mauvaises raisons. Elle n'a jamais disparu des anthologies parce qu'elle a été l'autrice d'un livre qui s'appelle Stora Boken, le grand livre. En fait, c'est soi-disant son journal intime. En fait, c'est le grand livre, c'est son journal. Sauf qu'en fait, c'est pas un journal intime, puisqu'elle avait un vrai journal intime. C'est une apparence de journal intime déjà extrêmement construit. Et en fait, c'est dans toutes les anthologies, c'est merveilleux, regardez cette littérature intimiste écrite par une femme dotée de sensibilité. Enfin, on sort tous les violons, en fait, des styles réservés aux femmes, c'est-à-dire le truc confessionnel et tout ça, sauf qu'en fait, c'est pas son vrai journal intime, c'est un truc qu'elle a reconstruit et tout ça. Enfin, il y a une mise en scène d'elle-même tout à fait intéressante. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle elle est restée dans les anthologies. La deuxième, c'est encore une très très mauvaise raison. C'est qu'en fait, on se souvient de sa mort sensationnelle. En fait, elle s'est tranchée la gorge dans un hôtel à Copenhague. Après, visiblement, avoir reçu un message au sujet d'un de ses romans. D'ailleurs, il faut souligner aussi le travail de Vincent Dulac, qui est un traducteur de romans. Il a sa propre maison d'édition qui s'appelle Cubitus Legendi. Et il a traduit justement L'Argent, car elle a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Argent, et Madame Marianne, c'est une sorte de Madame Bovary à la suédoise en fait. Et en fait, elle avait reçu un petit mot en disant mais ça c'est pas bien, c'est de la littérature de dames. Et alors en fait, après, on reconstruit en disant qu'elle s'est suicidée après avoir reçu ce mot, ou alors qu'elle s'est suicidée après un chagrin d'amour, justement avec Brandes, voilà, celui dont je vous avais parlé, tout ça. Tout ça n'est pas très clair. Et on a pu dire que ce suicide au rasoir, en fait, avait inspiré Strindberg pour Mademoiselle Julie, qui n'en était pas, en fait, à un truc abject près, et s'inspirer de la mort d'une autrice quelques années auparavant était bien quelque chose qu'il pouvait faire. Et donc, en fait, c'est ce côté un petit peu sensationnaliste qui a retenu le nom de Benedictson. Et là, ce qu'on va vous lire, en fait, c'est quelque chose qui s'appelle... Alors, j'allais dire faute de mieux. C'est pas faute de mieux, ça s'appelle L'ensorcelé, parce que le titre est intraduisible. Den Berg Tagna. Littéralement, ça veut dire celle qui est prise par la montagne. Et en fait, tout ça est un univers de sorcellerie, de trolls et tout ça. Hein. C'est une balade médiévale d'une jeune fille, en fait, qui est prisonnière du roi de la montagne, qui ne la laisse pas redescendre, tout ça, tout ça. Bon. Et en fait, c'est une histoire de sorcellerie ou une histoire d'emprise. C'est-à-dire que le terme qu'on mettrait de nos jours, c'est emprise. Sachant que Den Bergtagna, c'est la façon dont Benedictson parle d'elle-même dans son journal. Donc en fait, il y a une très forte inspiration autobiographique, sans doute. Inspiration autobiographique qui fait que souvent, on lit cette œuvre en disant « Ah, mais c'est la chronique de ses amours malheureuses », sans penser que c'est quand même construit derrière tout ça.
Et la chose intéressante aussi avec ce Den Bergtagna, c'est qu'il en existe une esquisse en prose, une version théâtrale non terminée, une version théâtrale terminée par l'ayant droit de Benedictson, qui s'est dit que c'était une bonne idée de finir ses œuvres, et plein de fragments dans les manuscrits. Donc en fait, c'est un texte absolument troué qui existe dans plein de versions différentes. Alors c'est comme pour le théâtre de Les Fleurs. J'ai tout traduit parce que j'arrivais pas à choisir. Donc pour L'Ensorcelé, j'ai aussi tout traduit parce que j'arrivais pas à choisir en fait. Quand on est un peu hésitant, je pense qu'il vaut mieux ne pas choisir. Mais en plus, je trouve que c'est aussi ce qui fait l'originalité, la beauté de cette œuvre. C'est ce côté fragmentaire et en même temps qui part dans différents endroits. Enfin, oui. Voilà, donc et oui, quand tu dis qu'on la ramène toujours à sa biographie, mais qu'en même temps, elle savait très très bien justement de sa biographie construire, créer, faire. Tout à fait. Du coup, j'avais quand même envie de lire juste deux petites phrases, ce que tu as mis d'ailleurs qui sont en début de L'Ensorcelé et Esquisse en prose. Donc là, c'est sur l'Esquisse en prose. Elle écrit le 18 avril 1888. Il m'est impossible encore d'écrire ce livre dans les règles de l'art. Ce sont des notes jetées sur le papier avec une hâte tremblante et sans aucune considération ou presque pour la forme. Il y a un manque, je ne peux pas le combler. C'est comme déchirer son propre cœur avec la pointe d'une aiguille. C'est très beau. Oui, et sachant que c'est une sorte de paperole en fait qu'on a retrouvé dans le manuscrit dont on ne sait pas si elle voulait que ce soit le début de son esquisse en prose ou quelque chose qu'elle a vraiment écrit comme étant une sorte de note d'intention de ce qu'elle écrivait. Hein, donc, il y a des traces comme ça. Et après, alors c'est pas fini parce que justement, ces histoires de traces chez elle. Après inventaire des papiers de la morte, donc une fois qu'elle est décédée, on a trouvé ce qui suit. Alors il y a un long texte, donc je vais juste vous lire cette petite phrase. Ce qui m'importe, c'est simplement de montrer pourquoi le monde des vivants n'est pas le mien. Je ne défends pas ma vie, je défends ma mort. Oui, alors il y a quelque chose de très ibsénien quand même chez Benedictson, mais pour le coup c'est le Ibsen des revenants. Et l'Ibsen de Romersholm, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des fantômes, en fait. Il y a des fantômes et il y a des spectres. Alors c'est pour ça aussi que ce texte est si fascinant, parce que c'est le texte fragmentaire, testamentaire, spectral, qui parle de fantômes, en fait, hein, donc, et qui parle de sorcellerie, tout ça. Donc il y a une hantise. C'est pour ça qu'il est si émouvant. En fait, j'ai pas parlé de ça, mais je pense qu'on ne se lance pas dans des traductions bénévoles, tout ça, sans qu'il y ait une sorte d'attachement ou une véritable sympathie qui se mette en place, mais sympathie au sens vraiment étymologique du terme. Hein. Quand je traduisais Les Fleurs, en fait, je l'ai fait en plus quasiment sur un été à la suite. Je ne pouvais pas m'arrêter. Alors pour tout vous dire, en fait, c'est parce qu'elle est morte à 42 ou 43 ans et que j'allais avoir 42, 43 ans et que je me suis fait une sorte de trip un peu mystico-dépressif en disant qu'il fallait vraiment que je traduise vite parce que sinon, finalement, je ne suis pas morte là. Il faudrait que je regarde la dernière, à quel âge elle est morte pour voir à peu près combien de temps il me reste encore pour traduire des trucs. Et en fait, je me suis vraiment attachée à Benedictson, en fait. Ce texte hanté, alors construit, hein, lucidement construit quand même, mais je me suis dit quand même, Victoria, je ne vais pas te laisser. Là, je ne comprends pas vraiment ce que tu veux dire, Victoria, mais je vais quand même essayer. J'ai de l'attachement pour ces femmes, mais je pense que tu as aussi de l'attachement. Voilà. Et alors il y a aussi, enfin on va l'entendre, mais il y a aussi je trouve un romantisme. La maîtresse du réalisme, mais on entend quand même un romantisme. Oui. Enfin, moi j'ai entendu Musset, je vous laisse après le voir, mais. Ben oui, alors on a souvent qualifié ces femmes de réalistes et naturalistes, peut-être parce qu'elles parlaient de problèmes d'actualité, comme si en fait on pouvait pas en parler avec une sorte de lyrisme échevelé. Oui, c'est très poétique aussi. Il y a une prose poétique très puissante en fait. Et là, c'est une reconstitution, Benoît. Donc, du coup, à travers tous ces fragments, tu as peut-être nous dire un petit peu comment tu as travaillé justement pour arriver à faire ce montage. Mais d'après les traductions de Corinne, et puis complètement arbitrairement, c'est-à-dire en prenant un morceau de l'esquisse en prose, en prenant un morceau de la version théâtrale non achevée, etc. Puis en essayant en me basant sur un ordre chronologique en fait des faits qui se succèdent dans la relation entre Gustave et Louise,
Et voilà, pour donner quelque chose qui a été présenté à la Maison des étudiants suédois en novembre dernier avec Marion Malenfant et Frédéric Pelget. Voilà. Oui, parce qu'on s'est toujours attaché, hein, on les traduit, mais on s'est toujours attaché Moi, de toute façon, j'ai toujours dit que c'était des traductions de plateau, immédiatement utilisables pour la scène, en espérant qu'on s'en empare. Mes difficultés de production, mais enfin, je connais ça par cœur aussi. Mais quand on les a toujours... On essaye toujours de les faire entendre, de les mettre en espace et tout ça. Et quand il s'est agi, en fait, de travailler sur l'ensorcelé, moi, j'avais la tête trop dans toutes les versions, pour lucidement, en fait, pouvoir construire quelque chose. Donc c'est toi vraiment qui a fait le montage des textes, parce que moi je me voyais plus, moi j'étais l'ensorcelée, moi j'étais au milieu du truc en fait, et il fallait quelqu'un pour me sortir de mon labyrinthe. Il me fallait mon roi de la montagne. Oui, c'est labyrinthique, effectivement. Et alors, la scène est beaucoup plus longue. C'est une scène qui normalement, doit effectivement s'entendre dans la longueur, parce que l'emprise se fait dans la longueur, hein, dans le temps. Donc là, on va pouvoir en lire qu'une partie, qui est la fin de la scène. Donc prenez bien conscience que voilà, ça a été plus long, et on arrive un petit peu au bout de cette scène d'emprise. Oui, et ce qu'il faut dire aussi, c'est donc qu'elle se refuse à lui, et qu'à chaque fois il revient à la charge, et que là, donc, on prend à un moment donné de la scène où elle vient à nouveau de se refuser à lui. Oui, parce qu'en fait, la chose aussi qui obsède ces autrices, c'est évidemment la question de la sexualité et du double standard. Pourquoi les hommes peuvent-ils faire ce qu'ils veulent et pas les femmes? Il y a la question de l'amour libre, en fait, hein, c'est-à-dire de l'amour hors mariage. Bon, sachant que pour les femmes c'est plus compliqué puisque contraception et tout ça c'est pas encore tout à fait arrivé, donc voilà. Et donc en fait on a Gustave qui est censé être un sculpteur, d'ailleurs qui sculpte plus très bien parce qu'il a plus beaucoup de muses à disposition, qui vit à Paris, sans doute. Enfin, est-ce que c'est Rodin, Claudel, enfin tout ça, c'est un petit peu la même bohème et tout ça. Et puis vous avez la petite Louise qui débarque, son frère est peintre, alors elle a déjà la petite trentaine, c'est une petite souris et tout ça, et elle se retrouve vraiment dans les raies de ce Gustave en fait, qui veut en faire sa muse, et de fait elle sera sa muse puisqu'elle va s'offrir à lui et il va pouvoir faire une statue d'elle, mais statue d'elle en fait en victime assassinée, et en fait vous avez déjà compris comment ça va se finir à la fin. Donc il y a quelque chose de très beau aussi sur la création et sur en fait comment des grands créateurs, hein, un peu ogres, dévorent en fait le féminin, des Pygmalions qui dévorent leur Galatée en fait, avec des relations d'emprise extrêmement complexes. Une petite femme aussi passionnée. Peux-tu être forte aussi? Pourquoi devrais-je être forte? Je tais-toi. Quand tu ne m'auras plus. Plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai déjà dit que l'amour ne durait pas toujours. Que veux-tu dire? Un jour, toi aussi, tu me haïras. Jamais. C'est seulement quand on est au bord de la folie ou du suicide que l'on sait si on peut haïr ou pas. Tu ne sais rien encore sur toi. Si tu dérivais sur l'océan accroché à une planche avec moi, et qu'un seul de nous devait mourir, tu enfoncerais tes dents et tes ongles dans ma chair. C'est la vie. C'est comme cela que tu es, c'est comme cela que nous sommes tous. Tu dis des choses horribles. Où crois-tu pouvoir trouver un amour qui baisse la tête en silence et meurt? J'aimerais mieux mourir que de te blesser. Ça, tu ne peux pas le savoir avant de te retrouver bredouille. Bredouille de quoi? De bonheur. Tu me fais peur. Je ne veux pas que tu viennes à moi les yeux bandés. Je ne mens jamais. Alors ce n'était pas sérieux. Non. C'est l'heure du choix. Je te comprends pas. Entre nous, les choses ne seront plus jamais comme avant. Plus ou moins, c'est toi qui tranches. Je croyais il y a un instant... Maintenant, je ne sais plus ce que je dois croire. Je ne m'enchaîne jamais moi-même et je n'enchaîne personne. C'est ça que tu dois comprendre. Ah, c'est... C'est la liberté, la vie, le bonheur, pour toi qui n'as jamais vécu. Je ne veux pas. Lâche! Mais suis ta nature! C'est un extrait d'une longue scène où on sent qu'il est constamment en pression comme ça sur elle, jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dans toutes les scènes précédentes. Ouais. À chaque fois, il y a un homme, c'est soit signe, soit donne-moi de l'argent, soit donne-toi à moi. Et c'est comme toujours le même mécanisme. Oui, c'est une sorte de violence psychologique. Hein. C'est pour ça que ces pièces, en fait, parlent du consentement, selon moi. Et du harcèlement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a
on a eu justement la question de, voilà, d'une muse, mais on va finir quand même sur une pièce plus positive, puisque Ouais. la muse, là, est sculptrice. cette Voilà. fois-ci. C'est pas une muse, justement, pas c'est une muse, elle justement. l'artiste. Voilà, c'est elle l'artiste, c'est elle la sculptrice. Alors il va y avoir aussi une pression un peu justement pour plus qu'elle soit sculptrice, mais déjà on sent que la pression est moins, Ouais. moins réussie. Et donc c'est Frida Steenhoff qui elle est véritablement une féministe engagée. C'est la première personne à avoir employé le mot féminisme en suédois dans le sens moderne du terme, en fait. Ouais. Et c'est la Lioncelle. Oui, alors c'est une petite... plus je traduis, plus je m'autorise des licences. Ouais. Je me dis que finalement, voilà, parce que je ne suis pas morte à 42 ans avec les fleurs, donc je me dis maintenant, ça y est, je peux y aller. En fait, en suédois, ça s'appelle la fille du lion. Le lion étant le père de Saga, qui visiblement... Saga, c'est donc l'héroïne. Saga, ça veut dire aussi l'histoire. Hein, donc l'héroïne s'appelle Histoire. Bon. L'héroïne, en fait, donc, a un père qui visiblement était une sorte de libre penseur, qui s'appelait le lion, parce qu'il avait une grande crinière et tout ça et tout ça. Donc elle, c'est la fille du lion. On reconnaît aussi le côté un petit peu sauvage, vorace et tout ça. Mais la fille du lion, d'ailleurs, c'est le petit du lion. C'est même pas genré. Je me suis dit quand même, une héroïne aussi féministe, est-ce que vraiment je vais appeler ça le petit du lion? Alors je me suis dit quand même, la lioncelle, ni vu ni connu, qui est un vieux terme en fait pour désigner la petite femelle du lion. Bon après j'ai justifié dans la préface, hein, c'est ça l'avantage de faire des éditions universitaires, mais je voulais vraiment que cette lioncelle en fait apparaisse comme étant féministe. Alors il y a un problème aussi avec cette pièce qui fait qu'elle va être difficilement jouable. Alors c'est la première pièce de l'autrice, donc elle est pleine de maladresse. Il y a un petit côté un peu didactique. Alors, elle n'est pas la fille d'un pasteur pour rien, c'est très luthérien. Je veux dire, fais ça, fais ci, ça. Et surtout, en fait, c'est que l'héroïne s'appelle donc Saga, mais son nom l'air. Donc, si vous le prononcez à la suite, ça fait donc Sagalaire. Donc, n'allez jamais présenter ça en fait à un directeur de théâtre parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais on passera par d'autres. Voilà. Alors, donc là, on est... peut-être juste la situation de la scène. Alors, Sagalaire a fait des études de sculptrice et en fait, on lui a passé commande d'un buste, le buste d'un maire en fait dans une petite ville de province. Et où peut-elle bien loger cette femme sculptrice? Ben évidemment chez l'évêque et sa femme, parce que comme ça au moins on est sûr qu'elle n'est pas soumise à la tentation et tout ça. Manque de peau, chez l'évêque et sa femme, il y a un petit filleul tout à fait sympathique qui s'appelle Adil, qui voudrait être journaliste et tout ça, et donc ces deux-là vont s'aimer, mais vont s'aimer d'amour libre en fait. Et je raconte déjà un petit peu la fin, c'est-à-dire qu'ils vont partir tous les deux vers Paris, ville de la tentation, mais ville de la liberté aussi, pour vivre leur amour libre, sachant que l'évêque, il a un petit peu du mal quand même à donner sa bénédiction, mais il est quand même, en fait, extrêmement libéral, parce que quand même, il aime bien ce qu'a écrit le père de Saga, donc quand même, on sent que sur le porche, à la fin, il donne quand même sa bénédiction, mais c'est encore en construction. Mais c'est pas une maison de poupée, c'est-à-dire que là, on sait que Saga s'en va vers Paris avec Adil sous le bras, et on sait bien que c'est elle qui va le faire vivre, et en tout cas qu'elle a les moyens. Elle a les guinées parce qu'en fait, elle va avoir du succès comme sculptrice. Ça, c'est dit de façon très claire. Ils auront peut-être des enfants, hors mariage, mais ça, c'est pas le problème. Alors, du coup, Saga. Je suis Saga, voilà. Le recteur, et moi, je vais m'improviser évêque. On a trouvé bien de dégenrer complètement, voilà. Vous nous quittez donc. Vous emporterez des souvenirs agréables de notre ville. Oh oui, Et vous allez à Paris. oui. Mademoiselle Lair sait bien qu'elle a besoin de maîtres sévères, qui puissent lui faire des critiques. Ici, chez elle, elle ne reçoit que des compliments. C'est la première fois que vous allez à l'étranger? Oh non, 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 nous étions toujours en voyage avant. Ah, mais oui, c'est vrai. Votre père, mademoiselle, était toujours par Mons et par Vaux. Oui, c'était un peu comme s'il avait été expulsé du pays. Il était trop grand pour nous. Il nous a fallu du temps pour digérer tout ce qu'il nous avait donné. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'il est impossible de digérer. Non, mais la vérité est que le temps lui a donné raison sur de nombreuses choses. Et depuis la mort de papa, on ne cesse de rééditer ses livres. C'est bien à Rome que vous résidiez? Oui, nous nous sommes installés là-bas quand j'avais 10 ans.
Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette ville admirable? Alors, j'ai tout de suite eu envie de devenir sculptrice. Et vous l'êtes devenue tout de suite? J'ai commencé à travailler dans un atelier. Et depuis, vous employez votre énergie à devenir sculptrice. Ouais, je n'ai jamais arrêté de jouer avec l'argile, comme disait papa. Et l'envie, elle est toujours là? Oui, Mais maintenant que vous avez acquis votre technique, car j'ai bien remarqué que vous étiez une jeune femme fort habile. non, je ne connais que l'anatomie humaine, mais je crois que j'ai en tête le moindre de ses mouvements. Et supposons maintenant, mademoiselle, que vous soyez contrainte à prendre une autre voie. Non, cela ne se produira pas. Mais si, ça peut arriver. Si la vie, par exemple, vous demande de créer de petites œuvres d'art de chair et de sang, plutôt que... Non, je ne crois pas. Je pense qu'il est difficile pour une femme de décider de son avenir. Pour une femme, c'est toujours ou bien, ou bien. Ou bien une existence idéale à la Marie, ou bien une existence pratique à la Marthe. Mais quelle que soit l'existence qu'elle choisit, elle risque de regretter l'autre. Et pourquoi ça? Oh, mais si, c'est très fréquent. Il est difficile pour une artiste de s'occuper de sa famille et de son foyer, mais cela n'aurait pas de sens pour elle de les abandonner. Cela doit être horrible de tenir un ménage. En pareil cas, pouvoir connaître l'avenir serait un don précieux. Mademoiselle, si à votre âge une femme savait ce qui dans les années à venir deviendrait le plus précieux pour elle entre sa gloire d'artiste et le bonheur familial, alors le choix serait facile. Mais quand elle le sait, il est déjà trop tard. Je sais que je ne peux pas vivre sans argile. Non. Ah bon? Courez-vous après la gloire? J'aime faire ce qui me procure du plaisir. Vraiment? Mais qu'est-ce qui va se passer à la longue? Nous ne devrions pas donner des sujets d'inquiétude à Mademoiselle Lair au sujet de son avenir. À chaque jour suffit sa peine. Nous allons au contraire lui souhaiter de riches plaisirs, un grand succès, beaucoup de commandes. Oui, une raison sérieuse m'empêche de souhaiter qu'une femme se lance dans la voie artistique. Ah bon, ben dites-nous donc alors. Il m'est difficile de penser le talent d'une femme en termes de force ou de longévité. Pour parler franchement, je ne crois pas au génie féminin. Mademoiselle, qu'avez-vous à répondre à cette perfidie? Le génie féminin. Le génie a donc un sexe. Il nous faut le supposer. Non. Pourquoi le supposer? Si, il doit en être ainsi pour tout. Non. Un sexe a besoin de l'autre pour créer. Allons. Et après? Le génie crée seul. Ou bien il y a deux sexes, ou bien il n'y en a aucun. Mademoiselle, vous cherchez à jouer au plus malin. Pourquoi appliquer des concepts matériels au domaine de la pensée? C'est se donner du mal inutilement. Voilà, ben je pense qu'on a fait Un bon tour. un bon tour de cette création de la fin du 19e, cette création féminine. Bon, c'est dommage de retomber sur Strindberg, mais c'était quand même assez amusant. Donc je voudrais quand même, parce que tu me disais que il y a eu un geste fort d'une maison d'édition féministe qui cherche justement à désinvisibiliser les autrices, Oui. mais en invisibilisant Strindberg du coup. Voilà, chacun son tour. Voilà. Alors la maison d'édition en fait est une maison d'édition suédoise qui s'appelle Rosenlarv, qui a par exemple publié en traduction Le deuxième sexe de Beauvoir et tout ça, hein. Donc ils font pas du tout mystère d'être féministes. D'ailleurs la plupart des rééditions de ces textes, c'est chez Rosenlarv que je les ai trouvés. Et en fait ils ont voulu, c'était drôle hein, en fait, ils se sont dit on va rééditer Mariée de Strindberg qui est disponible en traduction aux éditions Actes Sud. Il y a des trucs absolument abominables, hein. Lisez-le, c'est absolument merveilleux, mais bon. Et en fait donc ils ont dit nous on va faire une réédition féministe
de mariée de Strindberg. Alors tout le monde est super intéressé, sauf qu'en fait vous ouvrez le livre et les pages sont blanches. Parce que c'est absolument impossible en fait de garder quoi que ce soit de Strindberg si on veut en faire quelque chose de féministe. Et donc en fait on achète un truc et c'est blanc et ça fait un carnet de notes. Bien fait. Je pense que je vais faire la même chose avec les femmes savantes de Molière. L'édition féministe des femmes savantes. Voilà, donc ça passe aussi par ces mouvements-là un petit peu humoristiques. Oui, en fait. et parce qu'il y a une vraie remise en lumière aujourd'hui, peut-être en Suède, de ces autrices. Alors en ou fait, j'ai complexe peur de finir ça. sur une note un petit peu pessimiste, c'est-à-dire que aux alentours de 2008, ils ont essayé de faire quelque chose autour de la percée moderne et même chose à laquelle on se heurte. Ils n'ont réussi à faire que des lectures et finalement très peu de mise en scène. Et en tout cas, ils n'ont pas réussi à refaire des entrées au répertoire, parce que finalement, ça fonctionne quand même un petit peu pareil. Alors, il y a eu des pièces qui se sont jouées, mais un petit peu dans des petits endroits qui ne sont pas forcément la capitale. Et de manière générale, en fait, ce qui se dit, c'est ça n'a pas pris. Et en fait, il y a toujours même cette mainmise d'Ibsen et de Strindberg. Mais ça, on le sait aussi, c'est peut-être aussi une question d'écosystème. C'est plus, je pense, quelque chose d'économique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit rentable, il faut que le système théâtral soit un système rentable. Qui ira voir une pièce d'une autrice inconnue? Non, on va faire du Strindberg, on va faire du Ibsen, parce qu'on est sûr de faire rentrer des gens. Qui prendrait le risque, en fait, de jouer quelque chose d'inconnu? Et puis, c'est quelque chose... Ça m'avait beaucoup éclairé quand tu avais dit ça. Toi qui montes des œuvres d'un canon oublié ou d'un contre-canon, tu m'avais dit une fois, mais en fait c'est très compliqué, parce que voilà, on peut moderniser Ibsen, on peut le faire dialoguer avec machin, on peut changer la fin. Pourquoi on peut changer la fin? Parce que tout le monde connaît la fin. Tandis que nos autrices, personne ne sait ce qu'elles ont écrit, donc on peut pas les moderniser. On est obligé de les jouer super classiques, genre le poil, le truc en costume, et pour fixer une image ou un récit qui est, voilà, ça c'est la pièce, et après, dans 20 ans, 30 ans, on peut se permettre de faire de la parodie, de faire du pastiche, ou d'entrer en dialogue. Donc là, il y a une vraie difficulté de mise en scène, en fait. Oui. Peut-être qu'on peut commencer, je pense qu'on peut brûler les étapes peut-être un peu plus rapidement. Maintenant, ça dépend des pièces. Sur la première, je pouvais pas. Sur la première, c'est vrai que parce que ça tombait comme un ovni, hein. Maintenant, c'est vrai que plus on parle, plus elles sont... on peut pas dire que non plus tout le monde les connaisse, mais il y a quand même... Voilà, on sait qu'on a une histoire. On sait qu'il y a une histoire des femmes, on sait qu'il y a eu des créatrices, etc. Donc, on peut elles peuvent commencer à devenir une figure moderne, voilà, avec qui dialoguer. Mais bon, c'est long, hein, c'est très long. Et puis, ce que tu disais aussi, voilà, on va pas prendre le risque de monter une autrice ou même un auteur oublié, hein, parce qu'il y a des auteurs oubliés qui ne sont pas, voilà, qu'on ne monte plus malheureusement aussi. On monte toujours même parce qu'en même temps, pour un metteur en scène ou une metteuse en scène, pour se montrer et monter, on va se confronter à un grand homme. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de neuf sur une maison de poupée et pas comment je vais... Voilà, du coup, j'ai oublié de montrer le gant de Björnson, en fait, qui est la dernière traduction, qui est en effet un homme invisible. Oui. Celui-là, je doute aussi qu'on le monte. Oui, c'est une question de prouesse aussi. Oui, ça. Donc, nous avons fait le tour. Vous avez des questions ou des... C'était très intéressant. Très intéressant. Inattendu, je suppose. Merci. Oui, super. Vous avez un projet justement autour d'une de ces pièces de noter C'est pas faute. C'est un moment de désespoir. C'est pas faute d'essayer, hein. C'est pas faute d'essayer, mais c'est pas faute d'avoir des marchés, mais c'est des lourdes distributions, autour de 5-7 personnages, donc c'est très cher, c'est un budget très lourd, et en fait, pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé aussi de dire qu'on pouvait peut-être monter une maison de poupées et en dialogue sauver, essayer de faire dialoguer et tout ça, mais non. Ouais, on a envoyé la Comédie Française, on a envoyé autant Aurore que Corinne, elles sont pionnières dans leur champ d'expérimentation et dans leur travail. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand on monte un Molière, et c'est monté des centaines et des centaines de fois, bien souvent c'est du théâtre que ça n'en vaut pas la peine et ça dilapide une ressource. Là, le problème ne se pose pas avec Aurore et avec Corinne, parce qu'elles sont pionnières, elles travaillent des répertoires inédits ou très 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 peu connus, et au contraire, ça peut être
créateur d'une tradition. C'est-à-dire que, voilà, par rapport à ce qu'on sait du grand siècle, par rapport à ce qu'on sait d'Ibsen, de Strindberg, voilà, on peut amorcer un autre répertoire et fonder une tradition à partir de ça, en fonction du contexte de l'époque, etc. Mais pour que ça soit visible et reconnaissable aux yeux des institutions, les gens n'ont pas les référents. Donc c'est plus des actes de pionnière, à mon sens. Hein. Oui, on reste Voilà. un petit peu dans la marge, hein, en fait. Des thèmes contemporains qui ne seraient pas contemporains, comme des pièces contemporaines inédites. Mais alors, Oui. j'étais à C'est Strasbourg. ni classique ni Ouais. contemporain. Donc voilà. J'étais à Strasbourg il y a 2 jours et on m'a parlé en fait d'une fausse pièce d'Ibsen. Et en fait, ça donnerait presque. Mais, Oui, mais toi aussi, tu y avais oui, pensé j'y ai en pensé, fait, oui, à une mettre fausse pièce un de autre Molière. nom en fait, c'est-à-dire à faire passer ça en fait pour un faux Ibsen, un faux Strindberg, ou alors du contemporain en fait, c'est du Larchnoren qui vient de sortir en c'est fait, ça. et sur un malentendu. Ouais. Voilà, ou alors inventer, mais vraiment, enfin, ça donne envie de faire des stratégies déviantes, parce que en fait, nous, on questionne le canon, le contre-canon, mais on questionne aussi un système théâtral canonique en essayant de voir où la marge peut exister. Voilà. De fait, on a fait donc des mises en espace et tout ça, et à chaque fois, c'était à la bibliothèque nordique ou en fait à la maison des étudiants suédois. Donc en fait, on pratiquait aussi la niche. D'ailleurs, en se disant que ça allait intéresser des Suédois qui n'en avaient rien à faire, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi des Français leur donnent à lire du suédois. Et en fait, les institutions suédoises ne comprenaient pas non plus vraiment pourquoi, parce que pourquoi jouer en français ces trucs-là oubliés, même en Suède. Enfin voilà, la photographie c'est mieux, les arts visuels c'est mieux, enfin voilà, parce que qui va voir du théâtre maintenant. Enfin, on se heurtait à chaque fois à des... Alors moi, ce qui m'a sauvée pour le coup, c'est l'édition universitaire, mais finalement, toi aussi, un petit peu au début avec le théâtre de femmes d'Ancien Régime. Et et puis le fait, non pardon, je souligne aussi la confiance de l'avant-scène Oui. théâtre, à qui en fait, mais c'est d'ailleurs Benoît qui avait dit, mais envoie-leur, et si ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Et cet appel qu'on a reçu disant, ah ben ça nous intéresse, on veut le publier, parce qu'en fait c'est aussi... une belle édition. Qui a pris les photos? Merveilleuses photos. Ah, c'est moi. important. Il y a des photos ouais. de spectacle. Il y a la... Oui, Voilà. c'est ça. Mais c'était joué par des comédiens amateurs d'un conservatoire. Donc moi, je me suis dit, est-ce que ça va passer tout ça? Ah non, ça a été joué, ça passe. Conditions professionnelles. Ah oui, oui, Et oui, puis, oui, oui. vous Et n'imaginez à pas, l'opéra, ouais, enfin. autant Aurore que Corinne, moi avec Corinne, pour ce qui nous occupe, vous n'imaginez pas le nombre de manifestations, de lectures essaye, théâtralisées. ouais. Là, le spectacle en bonne et due forme, c'est-à-dire en intégralité qu'on a pu produire d'une œuvre d'Anne-Charlotte Lefleur, ça date effectivement de 2016 au Conservatoire d'Avignon, dans une distribution, on va dire, quasi professionnelle, puisque c'est des élèves mais en dernier Oui, cycle. c'était en professionnalisation. Donc tout voilà, à fait. après on a pu le faire aussi parce que la question de l'argent ne se posait pas, puisque le conservatoire étant à but non C'était un lucratif, et voilà. Mais comment vous dire, après la reconnaissance qui amène les subsides par l'institution, c'est autre chose. Et l'identification de ce genre de répertoire, c'est autre chose. Une fois que c'est publié, c'est facile, non? Même mais personne ne s'en est saisi non plus, en fait. Hein. Et du coup, une question, si vous l'avez joué, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez mis en ligne, genre sur Oui. une plateforme? Parce que déjà, Absolument. ce sera intéressant de regarder. Oui, oui, oui. Alors, Ça si- permet de- Si Oui. vous regardez en fait justement le site des compagnies, en fait, maintenant on a déposé en effet les archives. Oui. Il y a des liens YouTube et tout ça. Donc c'est compagnie Benoît Lepec ou compagnie Freya et Séchade. Vous regardez à l'intérieur. On regarde une de ces pièces. Vous pouvez regarder. On a mis en ligne la comédienne. La comédienne, non, mais Parce que la captation n'est pas bonne. l'ensorcelé- Mais l'ensorcelé, ça y est. on met un Et point des d'honneur teasers, à- et des oui, teasers à aussi. créer des sortes d'archives. Donc il y a des images, il y a Oui, des oui. images. Il y a le coup de truc complet Oui, oui, absolument. Pour L'ensorcelé, c'est dans sa... Pour oui, oui. l'ensorcelé, mais pas pour la comédienne. Parce Non, que non, la non, captation non. avait Non, pas non, non. été. Ouais. Il y a des bandes annonces aussi de pièces de Lefleur comme Tante Malvina, donc, qui fait partie du théâtre complet, Un ange descendu du ciel. Je vais vous donner une carte, si vous voulez, pour avoir le Oui, site. pour entendre, au moins Et pour vous entendre. pouvez et voir voir. sur la chaîne YouTube, voilà, les captations. Mais après, c'est du spectacle vivant, hein, donc Ouais. Oui. voilà, ça c'est toujours le souci. C'est vraiment, non mais c'est vraiment, surtout qu'en plus pour que ça rende, il faut effectivement avoir des moyens pour avoir des captations. Enfin, moi je suis confrontée à ça avec mes propres pièces. Et encore une fois,
Oui, il y a l'édition, mais c'est toujours au plateau, quand on commence à entendre les dialogues, les rapports de force, comment ces personnages sont beaucoup plus équivoques que ce qu'on a l'impression de lire, que là ça prend, et qu'on voit la valeur de ces pièces. Vraiment, le passage sur plateau est essentiel. Oui, puis c'est des personnages de femmes extrêmement forts, donc quand même, ça vaut le coup pour des actrices. C'est des sûr, c'est des personnages rôles, jeunes, c'est des en personnages. fait, hein, mais c'est des magnifiques Oui, personnages parce aussi. que moi, je suis plus critique par rapport à Nora. Moi, j'ai pas envie de jouer Nora. Par contre, j'ai envie de jouer Viola dans Sauvé. Tu vois, c'est évident. Oui, il y a une gamme plus intéressante aussi. Oui, il y a une ouais. palette de jeux, de sentiments, de réflexions. Oui, c'est vrai. Et si la comédie française était vraiment exhaustive, elle ferait entrer, comme elle l'a fait récemment, Le Roi Lear au répertoire, et en même temps Le Favori de Madame de Villedieu, et Bah puis oui. un des... Voilà. C'est pas faute de leur avoir envoyé, hein. On les a envoyés au comité de lecture, hein. Tout à fait. Ils ont monté Ingmar Bergman. Ben oui, mais Noren, Bergman et tout ça, mais ça, c'est des noms qui soutiennent, hein. Ouais, qui claquent, ouais, c'est ça. Donc il y a zéro Fallait une risque excellente. de prise, en fait. Il n'y a pas de risque de prise Ah de la non. part des grandes Bah non. institutions. Après, peut-être qu'on peut se dire qu'ils ne savent pas comment monter ces pièces. Mais ça, je trouve ça idiot, parce qu'il faut juste travailler et demander au dramaturge, en fait. C'est pas les acteurs du français qui parfois ont une carte blanche et peuvent créer des spectacles. Alors, il y a toujours la carte Anne Kessler qui est très branchée, en fait, répertoire nordique et tout ça. Je crois qu'on lui a déposé aussi, mais... Ah ouais. Mais il y a un certain, enfin, pour avoir déjà eu des retours, il y a un certain mépris quand même. Hein. Je suis désolée. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est pas Strindberg, c'est pas Molière, c'est quelque chose qui est ancré. Alors que sincèrement, c'est faux. Hein. Il suffit de les faire respirer ces pièces, de les monter, et elles déploient toute leur valeur. Mais comme c'est vraiment, on n'a pas dans l'oreille, on n'a pas les vers, on n'a pas les proses, la rythmique, donc c'est nouveau. Mais enfin, moi, je sais que ça continue à me... Franchement, quand j'ai lu ces pièces, ça me met en colère parce qu'on voit la modernité. Elles sont bien plus modernes, je trouve, dans les rapports femmes-hommes, dans ce qu'elles disent. Pour nous, aujourd'hui, Oui. que les pièces d'Ibsen et de Strindberg, qui ont de la valeur pour autre chose, hein, je ne dis pas. Mais là, on touche à quelque chose qu'on n'avait jamais entendu de ce théâtre-là, qui nous parle directement des sujets où on est en plein dedans en ce moment. La question du consentement, du harcèlement, de l'emprise, de l'argent. De l'argent, oui, de l'argent. Voilà. C'est une question dont on n'est pas sorti. Voilà, on est... Des enfants, Des enfants, on du peut- foyer, La du charge couple. mentale, en fait, Voilà, ces la charge femmes mentale. assument une charge mentale indécente, en fait, hein, ça en parle. Mais après, il y a toujours cette idée aussi primitive, genre, ah mais attendez, là, vous nous présentez quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais si je ne connais pas, c'est que c'est pas bon, parce que sinon je connaîtrais. Il y a aussi une sorte de snobisme à l'envers, enfin... Oui, il faut être au-dessus, donc oui, c'est pas mal. L'espoir, il est dans les jeunes, enfin, genre les très jeunes Alors, générations. Oui, Ouais, c'est j'espère, ça. j'espère. On espère. Oui, je pense que... Oui, là, il y a de l'espoir. On espère. Oui. Mais déjà qu'ils existent, et Oui, non, qu'ils mais- aient le mérite d'exister, et autant le répertoire d'Aurore que le répertoire de Corinne, ça c'est très important. Même si ça ne devait avoir existé que par une captation comme témoignage du spectacle vivant, en plus de l'édition, et puis voilà, de tout le travail autour, ça serait déjà beaucoup. Et dans les pays nordiques, ça se joue ou pas du tout? Pas tellement non plus, en fait, parce que je vous dis, il y a encore cette sorte de mainmise de Strindberg et Ibsen, en fait, et puis du contemporain aussi. Il y a aussi le Oui. côté les contemporains. Oui, Je veux dire, des autrices mortes. C'est-à-dire que oui, on a la double peine. On a la double peine parce qu'on n'est pas classique. Donc on n'est pas parti des quelques pièces qui ont été sorties et on se dit ok, celle-là ça va. Et on n'est pas du contemporain. Donc on est deux fois ringard. Voilà. On est deux fois ringard et on est deux fois non éligible en fait à des aides. Parce que par exemple, Voilà. les aides de traduction, les aides de montage de projet, c'est sur des Tout à pièces fait. contemporaines. Et donc du coup, voilà, Exactement, oui. c'est un investissement Aussi, là, on rentre jamais dans les sacrificiel cases, aussi. hein. C'est marrant que ce soit deux femmes en fait qui soient dans des investissements sacrificiels rigolo. Mais c'est vrai qu'on ne rentre jamais dans les Si, cases. c'est vrai. J'oublie mon roi de la montagne aussi.
Non, mais c'est amusant aussi parce que les subventions pour justement le théâtre contemporain, etc., procèdent de l'implication d'un metteur en scène qui va finalement faire de la pièce ce qu'il voudra. Or là, on exhume, si je puis me permettre, hein, un répertoire inédit. Ce sont des femmes traductrices ou metteuses en scène qui le mettent en avant, et comment dire, avec pas la force de frappe d'un metteur en scène qui, au centre du domaine théâtral actuel, est le tout-puissant. C'est-à-dire que moi j'entendais encore Jean-Pierre Vincent, quand il était au Conservatoire national, dire mais il n'y a pas de poète à l'heure actuelle existant, il n'y a pas de poète comme Échille, comme Euripide, etc. etc. En plaçant la barre si haut que moi je me disais mais en fait c'est toi Jean-Pierre qui a pris la place du poète en tant que metteur en scène. Mais un metteur en scène est-il un auteur? Moi je laisse la question ouverte. Or là il y a des autrices, et des autrices, voilà c'est large, hein, le spectre est large, il y a une implication en réfléchissant à la mise en scène. C'est pas donné d'avance. C'est pas le label de tel ou tel metteur en scène qui, quoi qu'il monte, de toute façon, aura l'argent et la reconnaissance et la critique. Et donc c'est déjà compliqué comme chemin. Et puis voilà. Et par rapport à l'acte poétique, personnellement, je trouve plus de plaisir à aller vers des choses inédites et qui demandent un travail dramaturgique et qui demandent beaucoup de contextualisation et de monter quelque chose qui ne soit pas endogamique, comme on peut le voir dans certaines institutions, cette marge-là, et qui est méprisée, comme disait Aurore, par les tenants du titre. Mais c'est parce que vous deux, vous êtes aussi vraiment dans de la mise en scène, recherche-création. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le côté ah ben moi, tout le monde connaît. Allez, les trois sœurs, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, la mouette, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Maison de poupée, qu'est-ce que je vais faire? Vous êtes en train de dire bon alors ce texte qui n'est pas connu, sur lequel et il faut retrousser les manches, prendre de petits crayons. Et puis regarder, comme on a fait un petit peu avant la lecture en retravaillant là, mais là, qu'est-ce que ça veut dire là en fait? Et là, c'est-à-dire que c'est du travail en fait. Finalement, maison de poupée, enfin c'est odieux ce que je vais dire, ça va passer après. Mais c'est facile, maison de poupée. Tout a été dit sur maison de poupée. Il suffit juste de dire ah ben non mais moi je vais faire un truc super féministe. Ah non mais moi je vais à la fin elle tue le mari. Ah non mais moi à la fin je vais changer. C'est presque des trucs en fait sur des textes classiques. Ouais, moi les femmes savantes, je vais dégenrer aussi, ou je vais faire que du masque blanc, je vais faire de la comédie. Ça va se passer dans un hôpital psychiatrique. Bah voilà, tout est voilà parce que nous dans un hôpital psychiatrique c'est plus compliqué. Oui, c'est là. Et tes comédiennes ne seraient pas intéressées parce que ça s'appelle la comédienne. Bah si, il y a eu Elissa qui l'a joué. Oui. Il y a eu Marion Malenfant, il y a eu. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, Catherine quand on fait lire en fait, parce qu'on a, on a notre troupe et tout ça, à chaque fois c'est des vraies rencontres en fait entre le rôle et la comédienne, ça. mais la comédienne ne suffit pas à monter la prod, mais en tout cas c'est des rencontres en effet, même Lise, Gervais, enfin on a vraiment, c'est voilà, que ce soit d'ailleurs les personnages de jeunes premières, mais c'est pas vraiment des jeunes premières, ou des personnages de mère, parce que ça veut dire aussi que dans ces répertoires-là, par exemple, on a fait aussi jouer une pièce qui s'appelait Tante Malvina, parce que là on n'est pas du tout dans le tunnel de la femme de 50 ans. Tante Malvina, ça se passe en fait dans une sorte d'EHPAD, dans un hospice, c'est les femmes en fait, et donc en fait il y a aussi une palette de jeux pour des comédiennes de 20 à 60 ans qui est possible avec ces pièces. Cette diversité, elle n'est pas forcément là dans le théâtre dit classique non plus, en fait. Oui, mais c'est dans le théâtre des autrices, chez les autrices du théâtre classique, on a aussi cette diversité-là des âges. Et cette thématique de la vieillesse. Tout à fait. Oui, et de la femme pas forcément gentille, encore une fois, parce qu'on n'est pas dans un truc facile comme ça. Alors pour terminer sur une petite note, justement on parlait de la jeunesse, j'en profite pour vous dire que justement il y a une jeune metteuse en scène, Alice Roudier, là, qui va monter pour la première fois Le Faucon, qui est une comédie de Marianne Barbier qui avait été jouée avec succès à la Comédie Française au début du XVIIIe siècle. Début du XVIIIe siècle, et qui va être remontée pour la première fois. Donc elle vient de créer sa compagnie, elle était en service civique dans ma compagnie l'année dernière, et qui va se jouer au Théâtre du Funambule en avril. Voilà. Donc, bravo, les jeunes. C'est où le Théâtre du Funambule C'est pas dans le 20e ou quelque chose comme ça? 18, c'est ça, ouais. Oui, je crois, 18e peut-être. Le Faucon. Je vous invite aussi, là aussi, c'est une thématique très intéressante sur une femme qui c'est un couple et qui elle ne veut pas elle veut pas se faire attraper comme ça, comme un gibier. Et voilà, donc Marianne Barbier.
Merci beaucoup. Merci. Merci